Bonsoir tout le monde. Vous avez des places... Non, vous n'avez plus de place devant. Merci à toutes et tous d'être venus. Désolé pour les conditions. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Nous, vous savez, on travaille à frustration, chacun chez nous, avec nos plaids et nos chats. Et donc, ça nous fait toujours étrange quand on se confronte à la foule. Et en tout cas, on est hyper heureux que vous soyez venus si nombreux. Ça fait hyper plaisir pour fêter la sortie de ce numéro annuel. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Frustration Magazine, parce que peut-être que vous êtes venus pour le casting incroyable de ce soir, on est un magazine web principalement, qui publie quasiment tous les jours des articles, mais aussi des vidéos et différents types de contenus sur les réseaux sociaux. Et chaque année maintenant, depuis 3 ans, on produit un numéro, un magazine papier, voilà, que mon collègue est en train de montrer. Et c'est sa sortie qu'on fête ce soir avec vous. En termes d'organisation de la soirée, donc on a choisi de faire des tables rondes, c'est-à-dire des discussions sur un certain nombre de thèmes. Vous avez les programmes qui sont affichés vers l'entrée, mais vous les avez peut-être consultés sur nos réseaux sociaux. Les questions, donc on va enchaîner sur ces différentes tables rondes avec sans doute des petites pauses qui nous permettront, par exemple, d'aller aux toilettes ou d'aller chercher une bière ou de se décoincer les jambes pour ceux qui sont coincés. Les questions, à la fin, si vous en avez, on restera là pour toutes ces questions, mais de façon plus informelle. Donc voilà, je voulais vraiment remercier toute l'équipe de ce numéro annuel, tous celles et ceux qui ont contribué, qui ont participé à sa distribution, à sa fabrication, à sa conception. Voilà, les illustratrices, les distributeurs, évidemment, les rédactrices, les rédacteurs, etc., etc. Et évidemment, je voulais aussi rappeler que donc, Frustration Magazine, c'est grâce à beaucoup de gens qui sont sans doute dans cette salle ce soir, c'est-à-dire tous les gens qui nous soutiennent chaque mois ou ponctuellement et qui font qu'on est un magazine totalement indépendant, intégralement financé par ses lectrices et ses lecteurs. Donc merci beaucoup pour ça. Je voulais aussi remercier les éditions Les Liens qui Libèrent, qui est une maison d'édition indépendante avec qui on produit cette coédition annuelle. Et donc je te laisse la parole, Nicolas, pour en parler. Pour parler de l'indépendance des médias ? Oui. D'accord, ok. Vous avez 1 heure ? Non, nous, tout simplement dire qu'on est très très fiers d'accompagner Frustration dans ce numéro annuel. Je l'étane depuis quelques temps pour qu'on essaye d'en faire encore plus, mais ce n'est pas l'objet pour l'instant, ça arrivera peut-être un jour. Le fait est que ça nous paraît important de défendre des médias indépendants. Nous, on est une maison d'édition indépendante. On trouve que dans le contexte actuel, je ne vais pas vous faire un exposé sur la concentration des médias, mais je pense que vous êtes un peu au courant de ce qui se passe. C'est plus que jamais important de résister dans la vie des idées comme dans tous les autres domaines. Et donc le numéro de Frustration annuel participe à ça. On en est très fiers, c'est vraiment un bel objet avec des bonnes idées à l'intérieur. Et on est vraiment super content de vous accompagner là-dessus. Donc on espère que ça continuera jusqu'à la fréquence TNT qu'on reprendra pour Frustration Télé, quoi. Oui, voilà. Ça ne sera pas galère déjà. Ouais. Okay. Passez une bonne soirée en tout cas. Merci. On va tout de suite commencer sur le premier thème. Alors vous l'avez peut-être vu, le titre qu'on avait trouvé, qui sur le moment nous avait l'air hyper cool, et puis maintenant que je l'affronte me semble vraiment galère. Sport, émotion et lutte des classes. Donc, ça ressemble à une sorte de sujet de dissertation. Donc, comment s'en dépêtrer ? D'abord, avant de présenter les 2 super personnes avec qui je vais en discuter, je voulais dire que quand on a choisi ce sujet, donc le numéro, en fait, on l'a conçu et on en a choisi le sommaire en fait en septembre 2024. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses qui, comme beaucoup d'entre vous, nous ont plongé dans énormément d'anxiété, parfois même de tétanie, face à l'évolution rapide et de la montée en puissance du fascisme sous ses différentes formes en Europe comme aux États-Unis. Donc, en fait, quand on est face à des choses comme ça, à des choses aussi atroces, aussi inquiétantes, et avec en toile de fond le génocide continu en Palestine, évidemment, il y a des éléments de discussion qui semblent plus futiles que d'autres. Donc moi, j'étais particulièrement anxieux à l'idée de commencer une table ronde sur le corps, les émotions, parce qu'en fait, on peut penser que c'est peut-être pas le moment d'en parler. En fait, c'est des sujets qui seraient peut-être un peu, on pourrait dire que c'est un peu développement personnel, en quelque sorte, de parler de nos émotions, de parler du corps, de parler du sport, voilà. C'est assez individualiste. On pourrait même dire que c'est nombriliste, que c'est bien pour une rubrique un peu lifestyle, et que par rapport à la gravité de ce qu'on traverse, finalement, c'est pas grand-chose. Mais dans l'approche de Frustration Magazine,
et qui est liée au choix de son nom aussi, la frustration. Donc parler d'un sentiment, qui est finalement un sentiment ressenti assez individuellement, et dont l'exploitation politique peut conduire, à notre sens, au meilleur comme au pire, c'est pas incohérent. D'ailleurs, en fait, on voit bien que la façon de gérer, le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais la façon de vivre notre corps et de vivre nos émotions vont avoir un impact sur la façon dont on va pouvoir résister individuellement et collectivement à ce qui nous arrive. Et je vous parlais de l'effet de tétanie, j'ai employé ce terme parce que vraiment, ce qui nous arrive, que ce soit sur le plan politique ou social, c'est des choses qui peuvent produire des effets de tétanie, c'est-à-dire nous empêcher d'agir, quoi. Donc, ça nous semblait pertinent. Puis moi, ça me semble d'autant plus pertinent qu'en fait, particulièrement dans la gauche ou la gauche radicale, il nous a semblé que ce sujet des émotions et de ce que les gens subissent dans leur chair est souvent mis de côté. Et que d'ailleurs, souvent, militer à la gauche radicale, travailler pour la gauche radicale et l'extrême gauche, c'est souvent finir en burn-out, c'est souvent se sacrifier, c'est souvent être malade pour la cause, quand la cause n'est pas la carrière de tel député ou la carrière de tel grand journaliste toxique. Donc, il nous semble que le fait que ce sujet soit mis de côté est un élément du problème et il nous appartient de s'en emparer. On n'est pas les premiers à le faire. En fait, le mouvement féministe, lui, s'en est emparé depuis bien longtemps. Et vraiment, ces dernières années, on a une production très importante de livres qui essaient de reparler du bien-être, de récupérer, de reprendre le développement personnel aux capitalistes pour se dire c'est important de prendre soin les uns des autres, de prendre soin de soi dans une démarche révolutionnaire. Et donc nous, on se place dans l'héritage de tous ces travaux et on est loin de les initier. Donc, en fait, ça nous semble important de voir à quel point la déstabilisation émotionnelle des personnes les rend encore plus impuissantes et isolées face à l'action collective. C'est particulièrement vrai dans le monde du travail. Il y a des techniques de management, conscientes ou inconscientes, qui sapent émotionnellement les personnes pour les rendre plus vulnérables et saper leur capacité de résistance. Donc, de ce point de vue-là, ce sujet nous semble acceptable, il nous semble acceptable et finalement judicieux de l'aborder dans la période et même de commencer cette soirée avec ça, à un moment où nos corps sont soumis à rude épreuve, particulièrement si vous n'avez pas de place assise. Donc, pour commencer, je vais parler un peu des petites idées reçues avant de vous interroger. C'est qu'en fait, nous, d'abord, on constate qu'il y a encore une idée très répandue selon laquelle le corps et les émotions, ça serait en fait du côté de la droite, et ça serait du côté du fascisme, quelque part, et que finalement, les idées seraient du côté de la gauche. Et finalement, les fascistes ou les gens d'extrême droite aiment bien se dire qu'eux, ils sont du côté du corps, etc., avec une façon très agaçante de le faire. On en reparlera, on parlera sans doute de Thibaut InShape, par exemple, cet influenceur sportif qui, tout en aidant les gens à pouvoir adopter un programme de musculation, diffuse de façon épisodique et de plus en plus rapprochée des messages qui sont en fait des messages de performance, d'individualisme, de compétition et de mépris de la faiblesse psychologique. Donc pour finir, je dirais, pour finir cette introduction, nous on avait un slogan qu'on avait mis en affiche, une affiche d'ailleurs réalisée par Lauriane Poquet, qui a aussi réalisé la couverture à notre sens très belle de ce numéro. Et cette affiche disait la bourgeoisie nous préfère triste et seule qu'unie et avec un sentiment de puissance. Alors ce slogan, on en était très content, mais il soulève un certain nombre de questions qu'on va aborder ensemble, c'est-à-dire que qu'est-ce que ce sentiment de puissance? Comment on peut investir ce sentiment de puissance sans qu'il soit excluant? Est-ce qu'il ne serait pas réservé à quelques-uns, c'est-à-dire les gens déjà valides, les gens qui sont aisés, riches, qui ont du temps pour recourir à tout un tas d'activités pour se sentir puissants? Et qu'est-ce qu'on peut attendre finalement politiquement de ce soin particulier à nos émotions et à notre corps? Donc pour en parler, je suis avec Camille Lisop et Maxime Devar. Oui, dans ce sens-là. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu Karim Rissouli en commençant le truc comme ça, ou Pascal Praud, au choix. Donc, je vais vous présenter un peu comme à la télé. Donc, Camille, toi, tu es philosophe de formation, tu as fait de l'écriture ton métier, et tu écris régulièrement dans Frustration Magazine, depuis pas mal de temps maintenant, et c'est toujours super de travailler avec toi. Maxime, toi, tu es infirmier, tu tiens une chronique psycho dans Frustration Magazine, et on se connaît, et d'ailleurs on fréquente la même salle de sport, ce qui veut dire qu'on est un peu gym buddies, selon Thibaut InShape. Mais on essaie de construire les choses un peu autrement, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Donc vous avez écrit chacun, alors moi je m'inclus en fait dans la présentation, donc on a en fait tous les trois écrit sur la question du corps, des émotions et du sport.
Moi, j'ai écrit l'article le plus plombant, hein, enfin un des plus plombants du numéro, un article sur l'état de dégradation avancée de la santé mentale en France comme ailleurs en Europe, et une tentative d'explication hein, basée sur différents autres travaux, à partir de 3 grandes explications, hein, évidemment l'exploitation au travail, la souffrance liée au racisme, la souffrance liée au sexisme et au patriarcat. Et puis j'ai écrit un article dont on parlera peut-être un peu plus ce soir, qui est lié au traumatisme des cours d'EPS. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Je ne vais pas faire d'enquête, genre lever la main ceux qui étaient choisis les premiers dans les équipes parce qu'on aura envie de vous lyncher. Mais voilà, c'était vraiment interroger comment, en France, d'ailleurs les études le montrent, hein, il y a des gens qui sont simplement dégoûtés de l'activité physique parce qu'ils en ont été traumatisés durant leur scolarité. Ce qui était explicitement pas le but recherché par les cours d'activité physique et sportive, et ça reste pas le but recherché à l'heure actuelle. Donc l'article interrogeait tout ça, et donc ça interrogeait bien le lien pour le coup entre des expériences sportives corporelles, hein, la façon dont ils étaient enseignés, la façon dont ça percutait aussi un certain état des relations collectives à cet âge-là, et puis ensuite les traces que ça laissait dans le corps, et y compris des traces que ça laissait dans les émotions, c'est-à-dire dans l'article, je faisais le lien entre des expériences humiliantes, par exemple, dans la vie professionnelle, qui entraînent une reviviscence de souvenirs humiliants dans la vie scolaire, et d'ailleurs qui ne se limite pas aux cours d'EPS, parce qu'on sait que l'institution scolaire provoque des traumatismes dans d'autres disciplines. Alors, toi Camille, tu as direct posé la question un peu qui tue, avec ton titre qui dit « Faut-il laisser le sport à la droite ?» Et toi, tu as essayé dans cet article, on va voir si tu y arrives, à faire en sorte qu'en fait, l'activité sportive soit pas un truc réservé uniquement à des influenceurs potentiellement d'extrême droite ou carrément d'extrême droite, ou de droite en tout cas, et que nous, finalement, quand on fait du sport, on culpabilise presque d'en faire, parce qu'on n'a pas de logiciel qui nous permet de l'insérer dans quelque chose d'égalitaire. On a l'impression que c'est pour notre gueule, on a l'impression d'être soumis à des injonctions physiques et corporelles. Et toi, Maxime, tu t'es intéressé au terrain des émotions, avec un article dont le titre est aussi très explicite, qui est « Pourquoi les émotions sont plus intéressantes que les idées ?» Un titre finalement auquel tu réponds complètement, mais qui est un peu provoque et contre-intuitif, parce que souvent on a tendance à penser, même dans notre éducation, etc., que les idées c'est très important, et les émotions, il faut les canaliser, il faut les gérer, et que d'ailleurs politiquement, les émotions conduisent pas forcément à des bonnes choses, et qu'il faut plutôt discuter en bonne intelligence, etc., etc. Donc, je vais enfin vous laisser la parole, et je suis désolé pour cette entrée en matière un petit peu longue, mais d'abord, Camille, je vais prolonger un petit peu ma réflexion et te poser une question. Sur récemment, j'ai fait un sondage sur mon Instagram, donc un sondage qui est, à mon avis, aussi qualitatif qu'un sondage ELAB pour BFM TV. Un sondage ELAB pour BFM TV sur détestez-vous Mélenchon ou pensez-vous qu'il faut virer tous les immigrés. Voilà, mon sondage méthodologiquement était un peu le même. Et je demandais que pour vous, la musculation, c'est quoi? Et il y avait 30% des gens, vous avez vu, c'est très méthodique, qui me répondaient c'est un truc de facho. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, hein. Moi j'étais un petit peu surpris. Et déjà, est-ce que toi, ça te surprend qu'on associe autant le sport aux idées de droite ou d'extrême droite? Et comment tu l'expliques? Est-ce que ça marche? Ok, bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Et merci pour ta question. Peut-être que je dis un mot de comment j'en suis arrivée à ce sujet, à cet article. Dans cet article, je me suis posé la question de, en fait, savoir qu'est-ce que le sport peut nous apporter individuellement et surtout collectivement. Comment le sport peut servir les intérêts de la gauche. Et je suis arrivée à ce sujet par une expérience personnelle, qui est qu'il y a quelques temps, je me suis remise à avoir une activité sportive vraiment régulière. Et ça a été génial, au point que je me suis mise à en parler beaucoup. Je suis devenue très curieuse de savoir quelles étaient les pratiques sportives de mes amis. Moi, je leur racontais mes histoires de gym suédoise, parce qu'en l'occurrence, je m'étais mise à la gym suédoise, un sport très respectable. Et en fait, à la fois, c'était un plaisir d'en parler, et en même temps, j'étais un peu gênée. C'est un peu ce malaise dont tu parlais, Nicolas. J'avais l'impression d'être un peu sur un terrain glissant. Je me voyais pas trop être cette personne qui parle de ses performances sportives, quoi. Et du coup, ça m'a amenée à réfléchir sur les images et les imaginaires associés au sport.
parce que en me posant la question au départ de qu'est-ce que ça m'évoque la pratique sportive et le fait d'être quelqu'un qui en parle, j'avais pas vraiment de modèle très inspirant qui me venait ou dans lesquels je pouvais me projeter. Et le deuxième point qui m'a amené à cet article, c'est que dans cette pratique de la gym suédoise, en fait, c'est à la fois formidable et à la fois c'est une pratique qui est complètement imparfaite. C'est du sport. Moi, la façon dont je pratique la gym suédoise, c'est du sport ubérisé. Ça passe par une application. Et du coup, on perd quand même certains éléments dont je me suis rendu compte qu'ils étaient pour moi constitutifs de ce que c'est qu'une bonne pratique sportive. Les deux éléments, c'est le fait d'avoir un ou une prof, le fait d'avoir un cadre pédagogique, parce qu'en fait, on n'a pas toujours le même prof. D'ailleurs, c'est pas des profs, c'est des animateurs, animatrices, et c'est des personnes qui vont pas nous corriger. Donc ça veut dire qu'on peut faire un geste qui est pas juste, et on va peut-être se blesser et personne ne va rien nous dire. C'est même, on nous dit de nous adapter selon nos besoins. Ça, c'était un premier problème. Et le deuxième, c'est qu'il n'y avait aucun lien social. Comme c'est ubérisé, on peut réserver à la dernière minute, c'est pas toujours les mêmes personnes, et on ne crée pas de lien avec les gens. Et je me suis rendu compte par le manque de ces deux éléments que c'était important pour moi, ça. Et ça m'a amené à me demander qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique sportive. Ça m'a permis de me rendre compte que selon la façon dont on pratique le sport, ça peut nous apporter des choses très différentes, et ça peut être plus ou moins émancipateur. Et donc voilà, cette deuxième question, c'était de savoir qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique sportive et qu'est-ce qu'il faut pour que le sport nous renforce dans nos luttes et nous aide à tenir, puisque c'était le thème de ce numéro. Ah oui, j'ai oublié de dire que le titre du numéro, c'est « Comment tenir ». C'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Je précise aussi que parfois on va utiliser le terme droite et gauche, mais que la frustration, on ne l'utilise pas selon le spectre politique en vigueur. Hein. C'est-à-dire que quand on dit gauche, c'est quand on porte des idéaux égalitaristes, hein, c'est vraiment ça. Donc c'est pas le Parti socialiste, hein, je précise s'il y avait un malentendu. Voilà. Maxime. On commence à peine et j'ai déjà parlé du PS en mal, mais c'est bien normal et légitime. Maxime, toi, dans ton article, donc tu dis que les émotions sont plus importantes que les idées, ce qui est pas mal à contre-courant de ce qu'on entend ordinairement. Et en fait, les deux questions sont un peu liées, c'est-à-dire pourquoi tu as voulu dire ça, comment t'en es venu à écrire cet article, et puis pourquoi les émotions sont autant décrédibilisées, notamment à gauche, et voilà, comment on en est arrivé là, comment ça se fait que c'est pas un sujet très primordial, au point que, comme je le disais, dans les milieux de gauche, on peut mépriser les émotions au point de faire souffrir les gens sur le plan émotionnel. Oui, l'article il part d'un constat qu'on est certainement nombreux à avoir fait en parlant avec nos amis, avec nos proches, nos collègues, qui est que en général, on n'arrive pas à faire changer les idées des gens en leur reposant uniquement d'autres idées, en l'occurrence les nôtres. C'est-à-dire que si on reste vraiment sur un plan uniquement conceptuel, théorique, ça ne marche pas. Et pour que des idées en fait puissent s'incarner en nous, et chez les autres, il leur faut un ingrédient supplémentaire, très important, et cet ingrédient, c'est les émotions. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie de creuser un peu cette thématique. Pour répondre à ta question, le discrédit des émotions à gauche, c'est certainement une vieille histoire. Alors c'est vrai que les régimes fascistes, l'extrême droite ont souvent utilisé dans leur communication le registre émotionnel, articulé autour de thèmes très précis. Alors selon les coordonnées politiques qui sont les leurs, donc à savoir la peur de l'étranger, la famille traditionnelle, et donc le tout en plus en mobilisant une espèce d'évocation très conceptuelle, très abstraite du peuple. Bon, tout ça a donné ce qu'on a appelé plus tard le populisme, qui était attribué effectivement plutôt à l'extrême droite dans un premier temps, et puis par une espèce de synthèse un peu confuse on a englobé dedans certaines figures de la gauche institutionnelle. Donc peut-être que la réserve d'une certaine gauche à venir sur ce terrain-là, sur le terrain des émotions, elle vient peut-être de là. Pour autant, je pense quand même que les émotions, c'est quand même quelque chose d'important. Et les émotions, c'est quand même ce qui va relier les registres psychologiques, intellectuels, aux registres physiologiques. Pour aller un peu vite, les émotions, c'est dans le corps que ça se passe. Les émotions, elles s'accompagnent de phénomènes physiologiques. Alors, je sais pas,
le rougissement, la sudation. Elle s'accompagne de phénomènes qu'on pourrait qualifier de métaphoriques. C'est la boule dans la gorge, c'est les papillons dans le ventre. Enfin, tout ça, voilà, ce sont des marqueurs comment dire, sont des indicateurs de nos états émotionnels. Et donc, c'est quand même important d'en faire cas. Et puis d'ailleurs, d'une manière générale, les grands moments de nos vies, les grandes articulations de nos vies sont rarement des moments de pure rationalité intellectuelle consciente. Les grands instants de nos vies sont quand même souvent affaires d'émotions. C'est-à-dire quand je tombe amoureux, quand je perds un être cher, c'est dans le ventre que ça se passe, c'est dans les tripes, c'est sous l'épiderme. Voilà. Alors ceci étant, à quoi chacune est-il sensible? Par quoi est-on affecté? Certainement que notre trajectoire biographique va définir des expériences relationnelles, des incidents, des événements de vie, des traumatismes aussi, qui vont comme ça définir des plis, des affects en fait, qui vont soit s'installer durablement en nous, ou au contraire des affects qui vont pouvoir se défaire à la faveur par exemple d'une exposition à des affects alternatifs, à la faveur par exemple d'une rencontre singulière bouleversante, voilà. Et des fois les émotions se déplacent et nos affects des fois nous amènent très très loin de nous-mêmes, très loin même et au-delà même des prédictions. Donc c'est intéressant quand même de s'y pencher. Et puis pour finir quand même sur une lecture un peu plus structurelle aussi, nos affects, nos pensées, nos perceptions physiques aussi d'ailleurs certainement, sont aussi beaucoup façonnées par nos conditions matérielles d'existence. C'est-à-dire nos conditions sociales façonnent notre rapport au monde, à nous-mêmes et à autrui. Et donc, voilà, le capitalisme affecte le corps des travailleurs, il affecte aussi les esprits et il affecte aussi les états émotionnels. Donc c'est important quand même de se pencher un peu finement sur cette question des émotions. Alors, du coup, je vais partager une expérience en fait, de concrétisation de ton article. Moi, je fais partie dans ma ville à Saintes d'un réseau qu'on a constitué pendant les législatives qui s'appelle le réseau de résistance citoyenne. Ah, c'est hyper pompeux, mais en fait, on fait plutôt du beau boulot, donc j'en suis assez fier. Qu'on avait constitué dans la prédiction, dans la possibilité que Jordan Bardella soit Premier ministre. Donc c'était concrètement, créons en résistance avant pour être prêt. Et depuis, on l'a conservé, c'est-à-dire on a un réseau qui vise à réduire les idées d'extrême droite dans notre département, où l'extrême droite a pris ses voix très récemment. Donc, et alors, pour dire pourquoi on a concrétisé ton article, et en fait un peu au croisement de vos deux approches, dans ce collectif-là où on s'autorise vraiment toute action et toute expérimentation, on a expérimenté quelque chose qui sont des ateliers de discussion, c'est-à-dire on a fait une sorte de jeu où les gens tirent une carte personnage et sont un peu une des nuances de personnages d'extrême droite et jouent cette personne, et en face, quelqu'un va devoir faire face à cette situation. Et on s'entraîne à ça. On s'entraîne, et tu pouvais rarement venir, parce que toi, tu travailles le samedi après-midi, souvent à l'hôpital, mais en fait, on a vraiment essayé de mettre ça en pratique, et pour le coup, ça a vraiment concrétisé, ça a vraiment rendu concret ce que tu dis et ce que vous dites. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est arrivé, nous, au début, avec une approche très, quelqu'un te dit des trucs sur l'immigration, sur le sexisme, et toi, tu vas arriver, et d'une voix tremblante, tu vas mobiliser des chiffres, etc., etc. Alors, ça marche très peu, précisément parce que tu le fais d'une voix tremblante, que sur le coup de l'émotion, et malheureusement on arrive très bien, les gens qui jouaient les gens d'extrême droite arrivaient très bien à les jouer, parce que les idées d'extrême droite étant omniprésentes, en fait c'est très facile de jouer un gars sexiste, c'est très facile de jouer quelqu'un anti-immigration, parce qu'en fait c'est un bruit de fond permanent. Et donc face à ça, face à ces gens qui jouaient très bien, en fait on était déstabilisés. Malgré notre situation, on expérimentait des situations émotionnelles très compliquées, en disant déjà il y a ça à affronter, c'est-à-dire qu'en fait on est très mal physiquement, et du coup quand on sort des grandes idées, ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans ce qui s'est passé aux États-Unis comme ailleurs, les idées glissent sur les électeurs d'extrême droite très facilement. Donc on a essayé d'expérimenter et on continue de le faire et on s'entraîne régulièrement. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir pourquoi cette expérience vraiment a concrétisé un peu votre travail, c'est qu'on s'est rendu compte de l'importance de se focaliser sur les paramètres émotionnels, c'est-à-dire quelle atmosphère je crée
avec cette personne. Et pour le coup, il y a énormément d'approches. On s'est rendu compte que parfois, il fallait gueuler plus fort que l'autre, que parfois, il fallait au contraire le faire redescendre, en fait, qu'il fallait essayer de travailler nos émotions, que parfois, je ne sais pas si vous avez vu, les gens qui, comme ça, balancent des idées d'extrême droite pendant des repas, en fait, ils sont un peu volcaniques. Et ils rajoutent plein de couches. Du coup, en fait, il y a un effet de tétanie. On ne sait plus à quelle couche s'en prendre. Du coup, il y a une autre tactique qu'on a essayé, c'était nous aussi de rajouter plein de couches. Et on s'énerve, on dit plein de trucs d'extrême gauche d'affilée pour voir l'effet de tétanie. Et ça marche, ça marche. Là, on est arrivé et là, on contre un peu le type. On dit, mais c'est insupportable, tous ces bourgeois, c'est insupportable que toute économie ne soit pas nationalisée, ça me rend barge. Et en fait, cette expérience qui était complètement émotionnelle et théâtrale, en fait, produisait des effets. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des paramètres émotionnels, c'est-à-dire, en fait, même nous, dans notre simulation, des gens plus grands, des gens qui sont plus intimidants physiquement, des gens qui pensent sur toi dans la conversation, la façon, le contexte dans lequel ça se situe, etc. Est-ce que tu le regardes en face, est-ce que tu te mets de côté pour regarder avec lui et discuter sans te regarder, etc. En fait, c'était des paramètres hyper essentiels. Voilà, je voulais vous partager cette expérience, qui est une expérimentation intéressante qui est faite dans ma ville et qui porte pas mal ses fruits. Enfin, je pense qu'on progresse, notamment parce qu'on s'apprend ces petites techniques-là. Donc, pour poursuivre, mes questions sont là. Camille, du coup, pour être plus concret et solutionnant et pratique, comme disent les start-upers, est-ce que tu penses que le sport peut nous aider à affronter la guerre sociale que les dominants nous mènent? Est-ce que être bien dans son corps, ça peut avoir un intérêt politique, sachant que c'est pas obligé, hein. Enfin, je veux dire, on peut aussi faire des choses pas par intérêt politique, juste pour être bien. Faut pas non plus tout faire par rapport à cette fin-là. Moi, je me souviens que les fois où j'ai entendu ce discours, c'était vraiment à l'extrême gauche. C'était genre, faut apprendre à se taper, en gros. Hein. Ça, c'est un peu un des exemples que j'avais en tête. Je trouve que ça a une application qui est un petit peu limitée et un petit peu sélective quand même. Du coup, je voulais savoir si pour toi, dans ton travail, tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose à travailler de ce côté-là. Et puis, du coup, dans quelles conditions? Parce que j'imagine que tu veux pas juste faire des camps d'entraînement militaire entre équipes. Et si tu le veux, dis-le nous. Enfin, tu vois, on est OK hein, à ce stade. Je reviens très vite fait sur... Tu as le droit de revenir, hein, oui. Non, mais juste très rapidement sur le fait... ça m'étonne pas que les gens réagissent au sondage Instagram en disant que c'est un truc de facho, la muscu. Et je pense que c'est vraiment intéressant de regarder, d'affronter cette question. Et j'étais certainement empreinte un peu de cette idée-là au début, avant de travailler cet article, quand je me sentais mal à l'aise de parler de mes histoires de gym suédoise, quoi. Et donc, juste pour donner un tout petit cadre là-dessus, déjà, en fait, il y a un enjeu de bataille culturelle sur ce sujet. On a parlé d'extrême droite et de Thibaut InShape, et en fait... c'est vraiment un truc qu'on a associé à l'extrême droite. C'est une représentation, c'est une image qu'on a en tête. Donc l'extrême droite a investi ce champ-là. Et nous, on ne l'a pas trop investi. Et il y a même peut-être une question de mépris vis-à-vis du corps, etc. Donc déjà, juste pour faire ce constat et se dire qu'on peut investir cet espace psychologique et créer des représentations de personnes de gauche qui font du sport, quoi. Et d'ailleurs, on va voir qu'en vrai, il y en a, même si on ne les connaît pas forcément beaucoup. Et puis ensuite, il faut rappeler aussi que, déjà dans l'histoire du sport, en gros, le sport, ça a été organisé, structuré, institutionnalisé par des hommes blancs riches. Et aujourd'hui, le sport, qu'est-ce que c'est? C'est une industrie qui est très capitaliste, qui est très polluante, qui exploite les corps, parfois jusqu'à la mort. Dans l'article, j'en parle, je cite des chiffres qui se trouvent dans un livre qui s'appelle Sport Washing, que je vous invite à lire, de David Blue, qui est un expert de l'impact, spécialiste de l'impact social du sport. Donc c'est cette industrie, celle qu'on voit à la télé, le sport dominant, il est très capitaliste, il est polluant, il exploite les corps jusqu'à la mort, il catalyse en fait un bon nombre des luttes de la gauche. Il y a aussi la question de la précarisation des travailleurs et des travailleuses. Il y a eu l'été dernier une enquête de Mediapart sur Basic Fit, donc qui montre comment le modèle, le modèle bas de gamme appliqué aux salles de sport fait des dégâts très importants, et notamment en termes de précarisation des travailleurs et des travailleuses. Et je m'arrête là pour l'état des lieux du sport dominant tel qu'on le voit, mais du coup, c'est pas forcément une question d'extrême droite, mais c'est juste une représentation qui est vraiment très capitaliste.
Et il y a aussi un lien avec l'armée et avec le domaine militaire qui est intéressant d'avoir en tête, puisque l'arrivée justement, tu parles des cours de PS dans ce numéro. En fait, les premiers cours d'éducation physique à l'école, c'est arrivé dans les années 1870, après la défaite de Sedan contre la Prusse. Donc, en fait, l'idée, c'était complètement associé à la défense de la nation. Et voilà, ça a peut-être laissé des traces. Pendant longtemps, en fait, les premiers profs de PS, c'était des militaires, parce qu'on n'avait pas encore de profs de PS formés. Donc, voilà, c'était juste pour... en fait, ça s'explique, on peut comprendre pourquoi on pense que la muscu, c'est un truc de facho. Mais du coup, je voulais rajouter un exemple. Dans ton article, tu cites le livre de Guillaume Vallée, donc un économiste qui a travaillé sur la musculation. Son livre, il s'appelle La fabrique du muscle. Et il fait des analyses, notamment des salles de musculation. Je pense que ceux qui sont déjà entrés dans ces endroits voient de quoi on parle. C'est-à-dire qu'en fait, les salles de musculation sont géographiquement colonisées par les hommes, et on va dire les hommes qui ont la masculinité hégémonique, c'est-à-dire qui vont imposer leur présence, qui vont monopoliser certaines machines, certains endroits, qui vont être un peu les endroits nobles de la salle, et qui vont par exemple laisser aux femmes qu'une petite partie, et qui vont vraiment occuper l'espace physiquement. Avec Maxime, on a souvent pu constater ça sur notre propre salle, où on mène notre petite guerre de position, avec le gang des gars de 18h et tout. Ils sont vachement... ils arrivent, ils s'imposent, ils parlent fort. En ce moment, ils déplorent un peu quand même les femmes, c'est plus comme avant, qu'avec MeToo, on peut plus rien dire. Et puis voilà, ils posent leur ambiance, y compris une ambiance homophobe vraiment très forte, qui moi arrive quand même encore à me mettre très mal, c'est-à-dire que vraiment qui reproduit des ambiances de vestiaire de 3e, alors que voilà, on a passé 30 ans, donc c'est assez fascinant de voir aussi comment il y a un champ de bataille dans les espaces sportifs, où en fait, tu as quand même des gens qui sont militants de maintenir leur règne, et c'est vraiment la masculinité toxique, hégémonique, hétéro, qui arrive à s'imposer et un peu à nous chasser, nous autres, qui sont la majorité des gens, en réalité, de ces espaces-là, et de nous en dégoûter, quoi. Donc, mais du coup, la question que je me pose, c'est que bon, maintenant qu'on a fait un peu ce tableau de toutes ces limites, le sport nationaliste, le sport masculiniste, le sport qui exclut tous les gens différents, etc. Le sport, on a vu le sport transphobe aussi, on l'a vu au moment des JO, etc. Le sport évidemment validiste, avec quand même une très forte, voilà, même s'il tente d'améliorer les situations, il y a quand même une très forte hiérarchie entre les Olympiques et les Paralympiques. Enfin bref. Il y aurait énormément de choses à dire, mais la question que je pose par rapport à ton article, c'est du coup comment on peut faire pour que ça se passe pas comme ça, et comment toi tu as théorisé ça, et puis peut-être tu as des exemples, quoi. Ouais. Alors, déjà, le premier truc que j'ai fait, c'est d'essayer de voir qui dans l'histoire avait pratiqué un sport autre que viriliste, qui glorifie la figure du champion, quelque chose de très individualiste, très vraiment obsédé par la performance et par les chiffres. Et en fait, il y aurait de quoi écrire une contre-histoire du sport de gauche, quoi. Il y a beaucoup de choses. À chaque fois qu'il y a eu des avancées dans les moments de structuration du sport, il y a eu aussi des mouvements alternatifs qui essayaient de faire valoir une autre approche du sport. Donc c'est passé par les partis politiques, c'est passé par les mouvements anarchistes, par les mouvements... Enfin, il y a tout un mouvement qui s'appelle le sport ouvrier, et il y a des figures emblématiques de cette approche-là, et notamment une personne qui est-ce que son nom va m'échapper, Abraham Henry Klenoff, qui était journaliste, et en fait, qui lui son propos, c'est de dire la gauche, elle doit s'organiser sur tous les terrains, y compris celui du sport. Et donc, c'est passé par différents collectifs, différentes fédérations, dont une qui est encore très active aujourd'hui, la FSGT. Du coup, ces mouvements alternatifs, ils ont permis de promouvoir peut-être d'autres façons de faire du sport, d'autres systèmes de valeurs dans la pratique elle-même. Ouais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des personnes qui incarnent un peu cette approche-là. Donc, il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Camille Test, qui cherche à politiser le bien-être, donc à se dire, en fait, on ne va pas laisser au néolibéralisme cette approche du bien-être qui est juste utilisée, qui peut donc passer par le sport et qui est juste utilisée pour nous rendre... en gros, moins combatif sur le plan social et plus résilient et plus efficace au travail.
bon, avec toute l'histoire du développement personnel, et que si ça va pas, c'est de ta faute, et entraîne-toi avec ces exercices, ça devrait aller mieux si tu les fais bien. Et en fait, moi, mon idée, c'est que je crois qu'on devrait se réapproprier quelque chose qui peut ressembler un peu à des préconisations gouvernementales. Donc, vous m'arrêtez quand vous voulez. Mais en gros, si je dis bien manger, bien bouger, bien dormir et pas trop se droguer, c'est des choses, en fait, si on commence à regarder ces préconisations-là, je vais peut-être être traitée de hygiéniste ou de moralisatrice. Et ma proposition, c'est de regarder ces questions en fait, qui ont trait à l'hygiène de vie, d'un point de vue pas du tout moral, sortir du champ de la morale, mais vraiment juste pragmatique, et de se dire, aujourd'hui, si on veut tenir, si on veut faire face, et si on veut être bon dans nos luttes, en gros, il faut être en forme, et du coup, il faut prendre soin de nous. Ça tombe bien parce qu'on a un moment où on parle de ces sujets-là dans plein d'autres domaines, où on parle de burn-out militant et autres. Et du coup, en fait, c'est vraiment une question d'efficacité. C'est de se dire, si je compare entre faire du sport et boire de l'alcool, par exemple, quand j'ai fait du sport, globalement, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de joie, je suis plus prête à affronter la vie, quoi. Alors que quand j'ai bu de l'alcool, probablement j'ai la gueule de bois, ou en tout cas je suis fatiguée. C'est pas pour dire qu'on doit devenir des grands ascètes ou des grands athlètes à tout prix, c'est pas non plus du tout pour sacraliser ces histoires de sobriété, de bien-être et de sport. C'est pas des fins en soi, c'est juste des moyens pour être beaucoup plus efficaces dans nos luttes politiques. Ok, merci. Alors, du coup, je me demande si ta préconisation à toi, Maxime, elle entre pas en contradiction, tu vas me dire, parce que toi, à la fin de ton article, tu dis qu'il faut être cool. Alors, on en a beaucoup discuté quand on a travaillé sur cet article, genre ce terme, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'il n'est pas confusant, parce qu'a priori, est-ce que être cool, finalement, c'est pas être au point éphémère et porter un bonnet Carhartt, tu vois et du coup, est-ce que c'est pas aussi boire des bières? Et dans ce cas-là, peut-on prendre soin de soi et être cool? C'est très compliqué. Mais j'ai l'impression qu'en fait, toi, ta vision du cool, c'est-à-dire, en fait, quand tu dis cool, j'accompagne ton raisonnement, mais parce que tu dis, faut modifier nos expériences émotionnelles avec notre entourage pour parvenir à les amener sur nos positions. Et c'est pas de la joute verbale, hein, pas du tout. Et donc tu dis, faut être cool pour ça. Et du coup, on se dit, ok, alors il y a une gauche cool. J'ai pas l'impression qu'elle soit au pouvoir, donc explique-nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, cool, effectivement, c'est un peu piégeux parce que en fait, c'est un terme. T'as dit ça fait bourgeoisie culturelle. Oui, exactement. C'est où est le cool dans les inrecuptibles. Ouais, c'est déjà une ref très agaçante quand je l'ai dit, quoi. Ouais. C'est un terme qui a effectivement été tellement phagocyté par une bourgeoisie intellectuelle dite de gauche que c'est vrai qu'on a un peu des réserves à l'employer, mais un autre cool est possible. Et l'idée d'être cool, c'est plutôt d'essayer d'incarner à son niveau une espèce d'autre rapport au monde, d'incarner aussi, de pouvoir bâtir des relations de qualité. Alors, bâtir des relations de qualité, c'est quoi? C'est une relation de qualité, c'est quand la personne avec qui vous êtes en interaction a l'assurance que vos intentions à son égard sont bienveillantes. C'est-à-dire, quoi qu'elle vous dise, quoi qu'elle vous partage, vous n'allez pas lui nuire. Ça, c'est une relation de qualité. Les relations de qualité, c'est aussi rencontrer les gens, les rencontrer là où ils se trouvent, vraiment être attentif à ce qu'ils vivent. Voilà des relations de qualité. Moi, je pense que le cool, il peut être là aussi, quoi. Je pense que c'est aussi des expériences sociales, relationnelles qui sont très fortes et qui peuvent contribuer aussi à faire pencher la balance d'un côté. Voilà, ça c'est un niveau individuel. Si on remonte à un niveau un peu plus collectif, quand même, les mouvements sociaux, ils ont quand même ceci d'assez formidable, c'est qu'ils arrivent à coaguler des affects individuels, de colère, de peur, dans des choses bien plus, dans des émotions collectives, de lutte et de solidarité. On l'a bien vu très récemment, par exemple, sur les mouvements sociaux contre la réforme des retraites, par exemple, en 2023. On a vu que ça fait descendre énormément de gens dans la rue autour d'un affect commun, c'est-à-dire la crainte de devoir travailler jusqu'à un âge insensé. C'est un affect qui en plus s'accompagne d'une image projective très concrète.
celle de notre propre corps vieilli, fatigué, soumis à des cadences infernales. Voilà, on revient au corps, hein, toujours. Donc effectivement, ça a réuni beaucoup de gens, et certainement que c'est une séquence qui a permis à pas mal de gens de se politiser, ou en tout cas de sortir de là avec une acuité politique augmentée, quoi. Voilà. Carrément. Et donc, merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Du coup, en essayant d'être cohérent, nous, on a essayé de faire aussi un endroit où les gens puissent se sentir bien, etc. Donc, entre chaque table ronde, il y a des petites pauses. N'hésitez pas, si vous voulez bouger, etc. Il y a le magazine que vous pouvez acheter là. Comme on dit dans les réunions du RRC, vous avez le droit de partir en cours de route, il n'y a aucun souci, etc. Vous avez le droit de vous barrer, même quand vous êtes au milieu, etc. Parce qu'en fait, quand on faisait l'analyse des trucs émotionnels qui, dans le militantisme de gauche, étaient catastrophiques, c'était la fameuse réunion de 4 heures avec des tunnels et t'as peur de partir, et là vraiment t'as des émotions très négatives. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de pas reproduire à Frustration, que ce soit la façon dont on parle, la façon dont on écrit, et orienté vers la concrétisation de ce que tu dis, c'est-à-dire créer des relations de qualité avec nos lecteurs et avec les personnes avec qui on est. Donc voilà, on espère que malgré l'affluence et les mauvaises conditions physiques, vous pourrez avoir cette relation de qualité ce soir. En tout cas, merci beaucoup Camille et Maxime, c'était chouette, et voilà, je propose qu'on les applaudisse, et puis on va passer à la table suivante. Merci beaucoup.